Alors, les ataxies récessives, ce sont des maladies rares. Ça, c'est quelque chose de bien établi. Elles sont hétérogènes, elles sont très complexes. Ce sont des maladies neurodégénératives. Ça, c'est un terme souvent que les patients ou les familles qui pourtant nous demandent plus de précision sur le principe de la maladie n'aiment pas tout à fait entendre. Et elles sont héréditaires sous le mode récessif. Elles affectent principalement le cervelet, mais elles peuvent toucher notamment d'autres régions du système nerveux central, le tronc cérébral, la moelle épinière ou les nerfs périphériques. Et puis cliniquement, elles sont dominées par un syndrome cérébelleux, donc des troubles de la marche et de l'équilibre, mais très volontiers associés à d'autres symptômes neurologiques très variés et extra-neurologiques assez nombreux. Le début, c'est le plus souvent, à un certain nombre d'exceptions près comme d'habitude, avant 25 ou 30 ans, avec une évolution le plus souvent sévère, à l'origine d'un handicap moteur avéré après une dizaine ou une quinzaine d'évolutions de la maladie. Alors, il existe depuis 15 ou 20 ans une révolution dans les stratégies dans les capacités de diagnostic génétique avec le séquençage à haut débit et la nouvelle stratégie de séquençage, et qui ont abouti à l'identification d'un nombre élevé de gènes responsables d'ataxie récessive. Donc, il y en a plus de 100 actuellement. Tous les mois, il y a un nouveau gène identifié, ou alors un variant phénotypique, atypique d'un gène qui avait été préalablement identifié. Et puis il y a des overlaps d'un gène à l'autre qui font qu'ils se ressemblent. Et puis toutes les semaines, une nouveauté. Si bien que c'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble de ces pathologies malgré nos grands progrès. Et parallèlement à cette énorme quantité d'informations qui croît un peu comme l'univers qui est en expansion constante, on a une énorme quantité d'informations génétiques qui nous sont renvoyées quand on fait une analyse génétique avec les nouvelles techniques que l'on a, le panel, mais encore plus l'exome ou le génome entier. Et il faut s'en sortir avec cette grande quantité d'informations génétiques pour savoir quel variant est responsable du phénotype qu'on a observé. Donc on se retrouve à devoir naviguer sur un grand océan, et de temps en temps, quand on demande une analyse génétique, on a un tsunami d'informations génétiques qu'il faut savoir affronter pour trouver le gène responsable et continuer à s'occuper du patient, puisque c'est quand même ça la finalité. Et c'était un petit peu l'état d'esprit qui nous avait amené à développer l'algorithme dont je dois vous parler aujourd'hui. C'était de pouvoir aider le clinicien dans sa démarche en pratique clinique pour phénotyper le patient. Quels examens cliniques et paracliniques faut-il faire pour prendre en charge un patient suspect d'être atteint d'une ataxie récessive? Comment guider les analyses génétiques cette fois-ci? Il y en a un certain nombre qui sont à disposition. Et ça aussi, c'est une nouveauté. Éventuellement, réussir à aider le clinicien pour interpréter des résultats génétiques auxquels on ne s'attendait pas. Faire un reverse phenotyping, c'est-à-dire sur la base d'analyses génétiques peut-être demandées prématurément, faire un phénotypage a posteriori pour réussir à interpréter les résultats des analyses génétiques. Et puis l'idée, c'était que cet algorithme aussi puisse être une sorte de base de données, d'aide-mémoire sur ces pathologies rares. Donc, un algorithme d'aide de diagnostic d'ataxie récessive, on l'inverse en anglais l'acronyme, ça donne Radial, et je vais vous présenter brièvement comment il a été développé, puis comment on a essayé de l'évaluer. L'idée, c'était de partir d'une première publication qui était vraiment très très sommaire et schématique, et qui reprenait les différentes étapes à suivre, très très proches de la pratique clinique, face à un patient suspect d'être atteint d'une ataxie récessive. Une étape d'interrogatoire, quel est l'âge de début, quelle est la sévérité de progression de la maladie, vraiment basique, puis une étape de collection des signes cliniques associés, mouvements anormaux, troubles cognitifs ou psychiatriques, une étape de collection des signes paracliniques cette fois-ci, électromyogramme, IRM cérébral, biomarqueurs, et pour aboutir à une analyse génétique. Alors, brièvement, mais j'insiste dessus 1 minute parce que vous le verrez dans l'algorithme, c'est une étape qui a été pondérée de façon assez intense, parce que c'est une donnée purement clinique, contrairement aux données de l'analyse génétique. C'est l'histoire de la sévérité de la progression de la maladie. Il n'y a pas tellement de données sur l'histoire naturelle des maladies, c'est une vision assez personnelle et très grossière des choses, mais ça peut être assez puissant en pratique clinique. Vous avez ici l'âge de début de la maladie, et ici, vous avez le score SARA, qui est un score qui évalue la sévérité du syndrome cérébelleux. Et aux alentours de 20, le patient commence à perdre la marche. Il a besoin d'un déambulateur ou de canne, voire de temps en temps
d'être au fauteuil roulant. Et si vous regardez ces trois maladies, la maladie verte ici, l'ataxie télangiectasique, est la deuxième ataxie récessive la plus fréquente. Et puis l'ARSAC, l'ataxie spastique de Charlevoix-Saguenay, et RK2, qui est une maladie très rare mitochondriale. On voit que ces trois maladies partagent un âge de début qui est du même type aux alentours de 2 ou 3 ans, mais par contre l'histoire naturelle est complètement différente. Dans l'ataxie télangiectasie, la moitié des enfants sont au fauteuil roulant à l'âge de 10 ans, et la moitié malheureusement décède du fait d'infections pulmonaires, notamment à récidive ou d'une prédisposition à des hémopathies. Alors que dans ARSAC et dans RK2, l'évolution est beaucoup plus lente et les patients restent ambulatoires vers l'âge de 20, 30, parfois plus. 20 ou 30 ans et parfois plus. Donc là, en quelques secondes, en demandant au patient quand la maladie a débuté, en voyant comment il est au moment où on le voit, on a déjà une petite idée. Et ça a une vraie force clinique. Après, on peut aller regarder les mouvements anormaux qui sont très fréquents. 60 à 70% des patients atteints d'ataxie récessive ont des mouvements anormaux. Donc là, l'existence de mouvements anormaux associés peut permettre de mieux définir le phénotype et déjà un peu de guider l'orientation diagnostique. L'étape suivante, les examens complémentaires, je les ai déjà indiqués. Il y a l'IRM cérébral, assez basique, l'idée étant de voir si sur les coupes sagittales, il y a oui ou non une atrophie cérébelleuse évidente. Et alors c'est pas du VBM, c'est du VDN, c'est à vue de nez. On regarde de façon assez simple, on doit pouvoir le faire. Et puis évidemment, de façon un peu plus subtile, on regarde s'il y a d'autres signes associés, une atrophie du corps calleux, une leucopathie par exemple. Et à côté de ça, on a les examens complémentaires. Alors j'ai mis de façon tout à fait discutable dans les examens complémentaires la recherche de maladie de Friedreich, compte tenu de l'accès facile à cette technique et de la fréquence de la maladie, qui pose le plus souvent pas de gros problèmes de toute façon clinique. Ce n'était pas le problème du Friedreich dans cet algorithme. L'alpha-fetoprotéine et la vitamine E, vous connaissez tout ça très bien, et puis ça bouge un peu. Il y a les oxystérols et puis encore d'autres biomarqueurs qui sont apparus plus récemment dans la maladie Niemann-Pick de type C. Donc là, vous avez l'exemple d'un patient qui a la maladie de Friedreich. C'est le même patient, après 2 ans, 10 ans et 20 ans d'évolution de la maladie. Même au bout de 20 ans, il est discutable qu'il existe une atrophie cérébelleuse évidente. Alors que dans l'ataxie télangiectasie AO1 ou AOA2, au moment du diagnostic, 2 ans après le début des symptômes, on a une atrophie cérébelleuse évidente en sagittal. Bon, je vous passe sur les autres anomalies qu'on peut rencontrer. Enfin, il y en a un certain nombre. Alors l'idée suivante, c'était de convertir ce raisonnement, de suivre pas à pas la clinique et d'en faire un outil automatisé. C'est ça Radial. Quel en est le principe? On l'utilise face à une suspicion d'ataxie récessive, donc un individu jeune qui a une ataxie cérébelleuse, pas nécessairement le premier signe de la maladie ni le signe le plus évident de la maladie, simplement une ataxie cérébelleuse parmi d'autres symptômes qui débutent plutôt avant 25 ou 30 ans, sporadique ou alors avec plusieurs cas dans la fratrie, une consanguinité. Voilà. Le gros du travail, c'est la constitution du tableur qui contient toutes les données permettant à l'algorithme de fonctionner. Il couvre 67 ataxies cérébelleuses différentes qui sont décrites par 124 items, cliniques ou paracliniques. Est-ce qu'il y a une cataracte? Est-ce qu'il y a une épilepsie? Est-ce qu'il y a une déficience intellectuelle? Est-ce qu'il y a une cardiopathie, un diabète? Comment sont les réflexes? Est-ce qu'il y a une atrophie du corps calleux? Ainsi de suite. Et là, je fais aussi la remarque parce qu'on pose toujours la question, on n'a pas du tout besoin de remplir les 124 items si on veut utiliser Radial. On n'a pas du tout besoin d'aller chercher ces 124 items, d'aller doser les oxystérols si vous n'avez pas pensé ou si vous ne connaissez pas ou si vous pensez que ce n'était pas un Niemann-Pick de type C. On n'est pas obligé d'aller faire une échographie cardiaque si ce n'est pas pertinent cliniquement. Vous venez avec les données de votre patient et dans la plupart des cas, ça suffit. Donc il y avait quand même 8300 cases à remplir. Et pour chacune de ces cases, par exemple, cataracte et xanthomatose cérébrotendineuse, il fallait dire si la cataracte était fréquente ou non, et si c'était un signe considéré comme spécifique ou non de la xanthomatose cérébrotendineuse, en fonction du nombre de maladies, d'ataxies récessives, dans lesquelles la cataracte pouvait être vue. On avait considéré que si un symptôme était vu dans moins de 10% des maladies, ça devenait un signe spécifique des maladies dans lesquelles on pouvait la rencontrer. Alors quel est l'input? Si vous voulez utiliser Radial, vous rentrez les données phénotypiques de votre patient, comme je l'ai dit, donc que vous avez à disposition, et vous appuyez sur calculer, l'ordinateur vous rend l'output qui est un score pour chacune des ataxies récessives. L'ordinateur compare le phénotype du patient que vous avez entré au phénotype de chacune des 67 ataxies récessives, et plus ça match, plus il y a de concordance, plus le score va être élevé pour l'ataxie en question.
Et plus le score finalement est élevé, plus il est probable que l'ataxie en question soit responsable du tableau du patient. Alors ça, c'est un tableau qui est lisible, mais ça vous permet d'avoir une petite idée de la façon dont ça fonctionne et de la lourdeur que ça a été de le mettre au point. Ça a été fait beaucoup avec Mathilde Renaud qui a fait sa thèse de sciences, avec Christine Tranchant pour cette étape-là. Vous avez ici une partie des 67 ataxies et ici une petite partie des 124 items. Et vous voyez que je dois dire L, ça veut dire que le symptôme est présent, mais pas très fréquent. H, ça veut dire fréquent. Et puis HS ici, c'est qu'un signe est fréquent et spécifique. C'était le cas des télangiectasies pour l'ataxie télangiectasie. Un signe spécifique fait gagner beaucoup de points dans l'évaluation. Alors un exemple plus concret, patient X que vous voulez évaluer. Vous avez ici les différents items et là vous avez le tableau du patient X. Par exemple, sa maladie a débuté avant l'âge de 10 ans. L'évolution a été rapide, c'est-à-dire qu'il a été confiné au fauteuil roulant en moins de 20 ans d'évolution de la maladie. Donc on met Y. Il a un nystagmus, ça c'est pas très pertinent. Il y a une apraxie oculomotrice, une dissociation oculocéphalique, une dystonie, une chorée. Et donc on va comparer les symptômes du patient aux symptômes qu'on a rentrés dans la base de données pour chacune des ataxies. Je vous ai mis l'exemple de AOA1. Dans AOA1, la maladie débute souvent avant 10 ans, c'est le cas du patient, donc il gagne 6 points. Là il y a un bonus, le nombre de points est doublé parce que, de notre point de vue, l'âge de début de la maladie et la sévérité de l'évolution, ça avait un sens clinique important. Donc on a voulu gonfler l'importance clinique l'importance de ces éléments cliniques. L'apraxie oculomotrice, oui, le patient en a une. Il y en a souvent dans AOA1, ça lui fait gagner 3 points. Là ici, vous avez le tableau de correspondance des points en fonction qu'il s'agisse de signes cliniques ou alors de l'âge de début et de la vitesse d'évolution où les scores sont doublés. Donc, pareil pour la dystonie, c'est fréquent dans AOA1, donc ça fait 3 points. Et puis on additionne, et là vous avez 19 points pour l'AOA1. Si on regarde maintenant pour la xanthomatose cérébrotendineuse, on va regarder ici, le patient a une chorée qui... Alors ça, c'est toute la difficulté d'élaboration de cet algorithme. Moi, j'ai trouvé aucun papier, j'ai pas retenu qu'il y avait une chorée dans la xanthomatose cérébrotendineuse. J'ai pas des tas de patients, je crois que j'en ai vu 2. J'ai lu tous les papiers que je pouvais voir, on l'a fait à plusieurs. Il y aura peut-être quelqu'un dans la salle qui va me dire « Mais si, moi je vois des xanthomatoses, je ne l'ai pas publié, mais ils sont souvent choréiques. » Ils peuvent être dystoniques, peuvent être myocloniques, mais choréiques, je n'ai pas trouvé. Et donc, alors que mon patient, lui, est choréique, donc ça fait un malus, il perd un point. C'est ce qui est prévu dans ces cas-là. Et par contre, il est dystonique, ça a été rapporté, peu fréquemment, mais quand même, ça fait un point en plus. Et puis c'est pareil, on fait la somme, et vous voyez qu'on a 4 points pour la xanthomatose. Donc on a un tableau qui se rapproche beaucoup plus d'AOA1 que de la xanthomatose. Bon, on avait des arguments pour penser que ça fonctionnait pas trop mal, mais on a voulu le valider. Et alors pour avoir une quantité élevée de patients atteints de maladies rares, ça a été un travail collaboratif international avec finalement le regroupement de 834 patients qui couvraient 45 de ces 67 ataxies récessives couvertes par radial, qui provenaient de 18 pays dans le monde. Alors ici, c'est illisible, mais vous avez la liste, ça fait quand même pas mal. Ce sont les 45 gènes différents. Et je vous ai mis en rose des gènes quand même peu connus, que moi j'avais dû découvrir en lisant la littérature et qui sont complexes. C10ERF2, VWA3B, GRM1, DARS2, HSD1B4, HSD17B4, bon voilà. Vous verrez tout à l'heure, mais enfin il y a des gènes quand même qu'on oublie, dont on a lu le papier Princeps ou dont on n'a pas de patient. Et l'objectif de l'étude, c'était de savoir si sur la base des données cliniques de ces 834 patients pour lesquels il y avait déjà une mutation qui avait été, enfin un gène identifié avec 2 mutations claires, il fallait que ce soit pas discutable, est-ce que Radial était capable, sur la base des données cliniques, de retrouver le gène responsable? Et alors, oui, il y arrive pas mal du tout. C'est ici qu'il faut voir. Il y arrive très bien si on regarde les 3 scores les plus élevés qui sont donnés par Radial. Vous vous souvenez, on donne un score par maladie, il y a 67 scores. Si on regarde les 3 scores les plus élevés, Radial est très bon pour trouver le bon gène, avec une sensibilité de 92% et une spécificité de 95%. Donc il faut aller regarder dans les 3 premiers scores, et là il se trompe rarement. Il se trompe des fois, et quand il se trompe, bizarrement,
Il ne faut pas aller regarder les 5 premiers, enfin c'est mieux si on regarde les 5 premiers, mais il peut avoir le bon en 10e ou 15e position, on n'a pas réussi à améliorer ça. Alors, je discutais avec Fanny Moschel de Radial, qui a contribué aussi à son évaluation. Je le remercie au passage. Et l'idée était née d'elle, je l'ai pris au passage, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, pour aller plus avant. On se demandait comment on peut faire pour montrer encore mieux que Radial marche. Il a une sensibilité, une spécificité qui est bonne, mais par rapport à quoi? Et l'idée a germé d'opposer Radial à des experts dans la thématique de l'intelligence artificielle et de l'homme contre la machine. Vous connaissez tous l'histoire de Garry Kasparov, qui dominait le monde des échecs à la fin du XXe siècle et qui finalement s'est retrouvé confronté à Deep Blue, dans donc un ordinateur qui joue aux échecs, qu'il a battu dans une première opposition, et puis il a rejoué contre lui, il a perdu. Et l'idée, c'était de faire ça, de rassembler un panel de 5 experts des ataxies récessives. Donc il y avait Fanny Moschel, il y avait Christine Tranchant, qui était en aveugle du coup de toutes les données des patients, Massimo Pandolfo, Mathis Sinovzik et Bart van de Warenburg. Et les experts avaient, ça aussi on m'a fait la remarque récemment, c'est une bonne remarque, ils ne voyaient pas les patients. Ils avaient les données cliniques des patients qui étaient à disposition quand le gène avait été, quand la mutation avait été confirmée chez eux. Et ils avaient le droit de regarder sur PubMed, sur Omim, de regarder leurs données, de passer un coup de téléphone à qui voulait. Ils pouvaient utiliser le temps qu'ils voulaient et faire ce qu'ils voulaient pour donner 3 noms de gènes. Et ils ont mis 7 heures en moyenne, ce qui est sympa parce que c'est du temps qu'ils ont pris pour l'évaluation de l'outil. Et vous voyez qu'ils sont très bons. Dans 77,8% des cas, le bon gène était dans leurs 3 propositions. C'est bien des experts, ils sont excellents, sauf qu'ils ne sont pas aussi bons que Radial, qui a trouvé le bon gène dans 95% des cas, dans significativement plus de cas. Et l'ordinateur, il met quelques secondes. On rentre les données, on appuie sur calculer, vous avez en 3 secondes le résultat. Alors ce qui était marrant, c'est que Garry Kasparov, lui, il n'était pas content du tout. Il était déçu, il était très mécontent, il était vexé. C'est arrivé récemment encore avec le jeu de Go, on en fait les choux gras dans les journaux, alors qu'en fait les gens avec lesquels j'ai travaillé étaient très étonnés d'abord de voir la complexité de certains cas. Il y avait des choses qui étaient faciles, AOA2, vitamineux, xanthomatose, c'était facile, et puis ils bloquaient beaucoup sur un tiers des cas. Ils avaient du mal à trouver malgré le temps consacré, et ils étaient plutôt contents de voir qu'il y avait un outil qui allait pouvoir les aider en pratique courante. Alors l'outil en question, donc Radial, est disponible online gratuitement, dans une version anglaise pour l'instant seulement, sur Internet. Et sur 4 mois d'utilisation pour l'instant, il y a eu 2400 visites, il y a 20 visites par jour sur le site. Donc vous pouvez y aller sans problème, dès à présent. Comment ça se passe? On arrive... et donc c'est assez user-friendly. On coche les cases qui correspond au phénotype du patient. Âge de début, rapidité, est-ce qu'il y a des signes ophtalmologiques, mouvements anormaux, tac, il y a une chorée, je coche, il y a une dystonie, est-ce qu'il y a des troubles psychiatriques, cognitifs, il y a la suite en dessous, et puis on appuie sur calculer, et vraiment en quelques secondes. Alors d'abord, on a un résumé. Ça, c'est l'histoire vraie, le résumé d'une patiente qui nous a été adressée il y a 2 mois de Nancy. Elle avait 18 ans, et depuis 1 an, elle commençait à avoir des troubles de la marche et de l'équilibre. Elle avait un tableau qui collait quand même assez avec AOA2 éventuellement, ou alors AOA1 ou ataxie télangiectasie atypique. Elle avait débuté après 10 ans. Vous voyez, j'ai rentré en fait dans Radial les données de la patiente, et puis avant d'avoir les résultats, il les précise. Un nystagmus, une hypométrie des saccades qui donnait à une dissociation oculocéphalique, une chorée, plus de réflexe, une atrophie cérébelleuse à l'IRM. Alors bizarrement, on s'attendait à avoir une neuropathie axonale sensitive-motrice, mais elle a une ganglionopathie. Et puis elle a une élévation de l'alpha-fetoprotéine vers 40, ce qui est une valeur typique pour AOA2. Et donc elle a été évaluée à ce moment-là, on n'avait pas encore l'analyse génétique. On l'a demandé quand elle est venue, mais on l'a récupérée en fait il y a 1 semaine seulement. Enfin, c'est rapide, 1 semaine. Il y a 1 semaine. Et voilà, on regarde les 3 premiers, puisque ce sont dans les 3 premiers scores, vous vous souvenez qu'on a un bon résultat, une bonne performance de Radial. Et AOA2 était en premier, très proche de AT et de AOA3 ou AOA1.
Et donc voilà, bon, le bon diagnostic était dans le premier score. J'ai pu d'autant plus facilement convaincre le généticien de faire l'analyse rapide d'AOA2 qu'il y avait l'alpha-fetoprotéine qui était augmentée et qu'il y avait le résultat de radial. On lui a demandé est-ce qu'on peut l'avoir très rapidement, on veut le présenter à le mémoire d'un interne à une réunion, peut-être qu'on va le présenter aussi à un CMA. Il faudrait qu'on ait le résultat rapidement, il nous l'a donné très rapidement. Bon voilà, donc c'est un outil qui est assez performant quand on l'utilise chez un individu qui a une ataxie cérébelleuse suspecte d'être récessive et dans la limite des 67 gènes. On peut considérer qu'il y en a au moins 100, que maintenant le phénotype change, qu'il y a des nouveaux gènes, donc il faut adapter cet outil. Il est conçu pour être adapté, il faut juste avoir le temps et le courage de le nourrir des nouvelles données de la littérature. Il peut guider le diagnostic des ataxies cérébelleuses en pratique clinique, mais surtout, l'aide le plus important que j'envisage, et on est en train de réfléchir à une façon de le montrer, c'est quel apport ça peut être après l'analyse génétique pour interpréter les résultats de l'analyse génétique lorsqu'on fait des rencontres entre cliniciens et généticiens pour être une sorte d'interface entre le phénotype et le génotype. Voilà, alors l'idée c'est pas du tout de partir dans les délires ou les abus de l'intelligence artificielle ou de dire que les robots vont remplacer les médecins ou que les robots vont remplacer les généticiens, c'est pas du tout ça, hein. Radial a été créé par des humains grâce à des données cliniques qui avaient été rassemblées par des humains qui doivent être interprétées par des humains et puis surtout rendues à des humains, à des patients pour leur propre bénéfice. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête et c'est sûrement grâce à ce type d'outils qu'on arrive à affronter les tsunamis de nouveautés, d'incertitudes et de données génétiques complexes à interpréter. Je vous remercie pour votre attention. Juste une question, est-ce que dans la manière finalement de caractériser les phénotypes, est-ce que le fait d'avoir un diagnostic conduit pas à être plus précis et à aller, je dirais, enrichir le phénotype de telle manière que finalement l'algorithme détecte plus facilement les diagnostics parce que tu vas avoir des items plus adaptés. Autrement dit, est-ce que dans une cohorte de patients qui seraient en prédictif, en n'ayant pas le diagnostic génétique, on ne va pas être moins précis sur la caractérisation phénotypique que ce qu'on peut faire rétrospectivement en ayant le diagnostic moléculaire? Si, probablement. Il faut le tester. J'en ai fait qu'un test empirique. J'ai fait le même genre de topo la semaine dernière à Amsterdam et il y avait une neuropédiatre dans la salle qui m'a dit qu'elle l'essayait pour ses patients et qu'elle trouvait que Radial était nul. C'était assez sympa d'avoir cette remarque en session plénière. C'était peut-être un peu abusif. Non, tout ça, il faut l'évaluer. C'est sûr qu'il a été conçu sur 67. Au début, je ne savais pas sur quoi j'allais l'évaluer. J'ai essayé de mettre quand même 67, ça fait pas mal. C'est pas exhaustif, mais ça fait quand même beaucoup. Et puis après, il faut récupérer des patients qui ont ça. Donc il y a clairement un biais. Il faudrait voir. Il faut le réévaluer de façon prospective sur une cohorte indépendante. Et voir comment répondre à ta question. Là, c'est sûr qu'il y a un doute vis-à-vis de ça. Ouais. Une deuxième question très brève. Dans la manière de pondérer pour chaque diagnostic les différents items, tu l'as fait comment? En fait, ça a été un machine learning ou vous l'avez fait? Non, justement. C'est une question qui m'est souvent demandée. Elle m'a été demandée par les référies. Et alors j'ai répondu la vérité toute simple et ça les a visiblement assez rapidement convaincus, ils m'ont pas redemandé. C'est complètement au pif, selon le point de vue qu'on a de la maladie. C'est-à-dire de considérer, mais moi j'ai vu ça quand je suis venu ici et que je travaillais avec Alexandra, l'âge de début, la vitesse d'aggravation de la maladie, ça peut coller avec ça peut pas coller, ça c'est pas possible. Et ça a une vraie puissance clinique. C'est pas beaucoup publié. Il y a maintenant des très beaux papiers sur des cohortes de maladie de Friedreich. On voit bien l'histoire naturelle pour préparer des essais thérapeutiques, enfin j'espère. Mais enfin les comparaisons, c'est pas tellement publié, mais ça a une vraie puissance. Et donc j'ai voulu donner une importance à ces deux items cliniques. Le reste, tout avait autant de valeur. Une atrophie cérébelleuse vaut autant qu'une alpha-fetoprotéine élevée, pour ne pas trop exacerber la pertinence des examens complémentaires. Et après, c'était en fonction de notre expérience et des données de la littérature, de choisir si un signe était fréquent ou non. Un signe fréquent, c'est quand il est présent chez plus de 50% des patients répertoriés. Voilà. Et après, il y avait la spécificité dont je t'ai parlé. Et on était parti sur ça et très tôt. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ça marchait bien, mais ça aurait pu marcher un peu mieux, on a essayé avec le statisticien avec lequel je travaillais
d'autres combinaisons, de doubler les examens complémentaires. Et on a essayé une technique qui est complexe, qui a nécessité de faire tourner une machine pendant assez longtemps, qui s'appelle Monte Carlo, qui n'est pas de l'apprentissage, mais qui est une série, une séquence de possibilités différentes, aléatoires, pour essayer d'en trouver une on arrête au moment où on en trouve une qui a un meilleur score. Et il n'a pas fait mieux. Ça, c'est intéressant. On ne le dit pas dans le papier, mais il n'a pas fait mieux. Parce que c'est un algorithme qui est clinique et qui est créé par des cliniciens. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça marchait bien, quoi. Mathieu, oui, c'est très intéressant. Mais par exemple, tu fais ton algorithme, tu trouves un gène qui est le plus vraisemblable. Comment tu fais après? Tu vas cibler le gène? Parce qu'il faut passer par le NGS. Alors, est-ce que tu ne peux pas cibler ces gènes compliqués? C'est ce qu'on disait ce matin dans la réunion préparatoire qu'on avait dédiée au centre. Moi, mon point de vue, c'est que ça dépend beaucoup de l'écosystème et des possibilités. Actuellement, en France, qui pour ça est un petit peu un pays pas à la pointe, on va dire, par rapport aux Allemands, aux Anglais ou aux Américains. Donc moi, concrètement, tu me demandes à moi, pour ce patient AOA2, on a fait un panel dans lequel il y a AOA2 dedans. Un panel de 300 gènes, surtout centré mouvements anormaux ataxie. Il y avait AOA2 dedans. On n'a pas demandé à notre généticien de faire que AOA2, ce qu'il aurait pu faire. On a fait un panel. Mais les gens qui ont de l'argent pour faire des exos, mais qui ont de l'argent pour faire 60 exos, mais là, le patient arrive dedans, on peut le mettre dedans. Ça, c'est assez ouvert. La méthode, moi, j'ai aucune recommandation sur la méthode. Moi, l'idée, c'est de guider les examens complémentaires qui dépendent ensuite des possibilités et d'aider l'interprétation du résultat, ce qui me paraît être le problème numéro 1, parce qu'en France, on a quand même un certain nombre de possibilités encore quand même si on n'a pas le génome pour tout le monde, de faire des examens complémentaires. Il faut avoir un petit peu de patience, cela étant. La plus grande difficulté que moi je rencontre, c'est l'analyse des nombreux variants qu'on a. Et là, il y a une aide de Radial. Bonjour, est-ce que Radial est accessible à un médecin généraliste? Accessible, si le terme c'est... Il est sur Internet, il y a beaucoup de gens qui ont Internet, il est gratuit. Et il est en anglais, mais il n'est pas très... De quelle manière vous portez à la connaissance, justement? Alors, ensuite, il est accessible, mais il nécessite quand même une connaissance neurologique, de médecine générale et neurologique un peu avérée. Les problèmes de troubles oculomoteurs, de déficience intellectuelle, de mouvements anormaux, ça peut être considéré comme quelque chose de spécialisé. Pas tant que ça, on peut s'en sortir sans, mais ça, c'est un problème. Et ensuite, le problème de l'accessibilité, de la diffusion d'informations, ça, c'est un véritable problème. On est en train de travailler pour que sur Google sorte plus facilement le terme Radial. Là, on était un peu déçus, c'est pas si bien. En fait, il y a la possibilité de payer ou de travailler sur les mots-clés dans la page initiale. Et ensuite, il faut prendre son bâton de pèlerin et puis faire des conférences. J'ai réussi à avoir un petit article dans Le Monde qui décrivait l'outil, un article dans le quotidien du médecin, et puis 1 ou 2 interviews, et puis je viens ici, puis j'étais à Amsterdam le week-end dernier, il faut le faire. Mais une grosse diffusion, enfin je veux dire, c'est pas... Vous avez vu, Brain Team, j'ai noté 600 visites par mois, je crois, enfin c'est clairement plus que Radial. Moi j'étais content avec mes 20 visites par jour, je crois que Brain Team en a 3 fois plus. Bon voilà, il y a du travail à faire, mais c'est pas facile parce qu'il s'agit de maladies vraiment rares. Brain Team, c'est très important. La filière de centres qui s'occupe de maladies rares du cerveau. Là, c'est Radial. Vous, ça vous préoccupe en premier lieu, mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas obligatoirement l'intérêt. Donc, aller diffuser ça plus que je le fais, c'est plus difficile. Mais n'hésitez pas sur la prochaine newsletter de la FAF à en parler, ainsi de suite, quoi. Oui, merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai sans doute pas tout compris. Je ne suis pas biologiste. J'ai fait un PhD de biologie il y a 50 ans. Je suis atteint d'une ataxie cérébelleuse autosomique dominante. Et alors, ce que je n'ai pas compris, c'est le caractère autosomique récessif et autosomique dominant. Enfin, pour moi, ce que j'ai appris, c'est pour qu'on ait quelque chose de dominant, comme c'est mon cas, je sais que je vais pouvoir transmettre, malheureusement, dans 50% des cas, la maladie que j'ai à mes enfants. Autosomique récessif, pour moi, c'est
quand l'autre gène est là et dominant, l'autosomique récessif ne peut pas s'exprimer. Donc c'est simplement pour comprendre. Pour avoir une maladie qui se transmet sur le mode autosomique récessif, il faut que sur chacun des 2 chromosomes que l'on a pour une paire de chromosomes, un hérité du papa, un hérité de la maman, il faut que sur chacun des chromosomes, il y ait une mutation. C'est-à-dire que le papa avait une mutation et il l'a transmis à l'individu atteint. La maman avait une mutation et elle l'a transmise à l'individu atteint. Les parents n'avaient chacun qu'une seule mutation. Vous avez raison, ils ne sont pas malades parce qu'il y a l'autre chromosome qui est normal. Par contre, l'enfant a sur chacun de ces 2 chromosomes une mutation. Aucun chromosome n'est normal. Il est malheureusement atteint de son affection autosomique récessive. Habituellement, schématiquement, on dit que c'est dominant parce qu'il suffit d'avoir une seule mutation et on est malade, même s'il y a encore un chromosome qui est indemne. D'accord ? Alors que dans le récessif, c'est pas comme ça, il faut avoir les 2 mutations pour être malade. Juste un petit point pour dire quand même, féliciter effectivement Mathieu de ce travail qui correspond en pratique d'une consultation de neurogénétique très générale à un des problèmes d'accès au diagnostic les plus importants qu'on ait aujourd'hui, qui sont ces cas d'ataxie cérébelleuse sporadique, c'est comme ça qu'elle se présente. Et donc c'est, je pense, particulièrement intéressant de développer cet outil à un moment où nous, au niveau des filières, on est enfin saisi par la DGOS pour essayer de réfléchir et de leur donner des pistes sur l'offre de soins. Donc, parce qu'effectivement, il y a des domaines, par exemple aujourd'hui, dans une autre maladie génétique du nerf périphérique, vous avez au moins 5 ou 6 villes en France qui vous proposent un panel de 140 à 150 gènes. On n'a que le choix du laboratoire pour faire l'examen, alors qu'il y a d'autres pathologies dans lesquelles il y a très très peu de laboratoires qui n'ont pas les moyens de faire face à une demande extrêmement importante en nombre de patients. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de régulation par rapport à cela. Et pendant longtemps, la DGOS a tergiversé pour savoir s'il fallait impliquer la filière et par ce biais-là les cliniciens dans cette réflexion. Et il semble que ce soit le cas. Donc on va essayer d'avancer sur ce sujet. Dernière remarque que je trouve quand même très intéressant dans cette histoire, c'est que tu dis match homme-machine, mais le point intéressant dans ton travail, c'est que ça laisse à la machine ce qu'elle sait très bien faire, c'est-à-dire l'algorithme. En revanche, si le phénotypage n'est pas fait correctement, ça ne marche pas. Et donc du coup, ça redonne toute sa place à la qualité de l'examen clinique pour arriver à avoir des résultats intéressants. Absolument. Avec ce type d'approche. Ce qui est un des biais certainement de l'étude, c'est-à-dire que ça avait été fait sur un phénotypage comme de gens qui connaissent puisqu'ils ont abouti au diagnostic. Ce qui est pas c'est une forme de réponse aussi à votre question. Il faut, et ça, jusqu'ici, heureusement pas la machine qui le fait, il faut un bon examen clinique. Mais ça pousse à le faire et ça pousse à pas du coup laisser l'aspect technologique prendre le pas sur la clinique. Enfin, Et ça fait du temps en plus pour faire ce qu'on arrive à faire mieux pour l'instant aussi, heureusement, que la machine, c'est-à-dire s'occuper du patient et discuter avec lui des résultats et des possibilités.